Guillaume Grégoire détient un baccalauréat en agronomie de l'Université Laval, une maîtrise en horticulture de l'Université de Guelph ainsi qu'un doctorat en biologie végétale de l'Université Laval. Ses travaux de recherche ont principalement porté sur l'amélioration des pratiques horticoles en milieu urbain. Professeur adjoint au département de phytologie de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation depuis janvier 2019, il est titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les infrastructures végétalisées Jean Tremblay. Bref, le gazon, il connaît ça. J'ai invité Guillaume Grégoire à s'asseoir avec moi sur un banc de parc au jardin Van Dannen pour parler de gazon, mais aussi de pollinisateurs. Bonjour Guillaume. Allô? On l'entend depuis plusieurs années du déclin des pollinisateurs. On est de plus en plus conscientisé par la problématique. Qu'en est-il? Bien, c'est ça. Depuis quelques années, on observe un déclin à l'échelle mondiale des pollinisateurs, donc une diminution des populations. C'est causé par plusieurs facteurs, là. Ça peut être la perte d'habitat, donc soit par l'agriculture, par l'urbanisation. Il y a certaines maladies, certains parasites qui s'attaquent aux pollinisateurs aussi, l'utilisation des pesticides. Donc, un ensemble de tout ça fait qu'on observe un déclin des pollinisateurs à l'échelle mondiale. Par contre, il faut être conscient que tous les pollinisateurs ne sont pas égaux. Souvent, quand on parle de pollinisateurs, les gens pensent à l'abeille domestique, l'abeille qu'on connaît qui fait du miel. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une espèce qui est menacée, c'est une espèce d'élevage. Donc, oui, il y a eu des pertes printanières, des fois catastrophiques pour les producteurs de ces abeilles domestiques-là. Donc, évidemment, c'est une tragédie économique pour ces gens-là, mais l'avenir de l'espèce n'est pas en péril. C'est plutôt les pollinisateurs sauvages, donc on voit moins, qui souvent vivent même pas en colonie. C'est des abeilles qui sont parfois solitaires et qui, eux, il n'y a personne pour les élever, pour les protéger activement comme pour les abeilles domestiques. Donc, c'est plutôt les pollinisateurs sauvages pour lesquels on se préoccupe de leur avenir à moyen long terme. Il y a des mouvements mondiaux comme Mai sans tondeuse qui existent aujourd'hui pour nous faire prendre conscience de ce qu'on peut faire, nous, sur notre terrain, dans notre réalité et qui peut aider les pollinisateurs. Mai sans tondeuse qui invite les gens à ne pas tondre le gazon du tout du mois de mai pour faire place, par exemple, aux pissenlits. C'est-tu une pratique qui est intéressante, qui aide les pollinisateurs? Bien, je pense que tu l'as dit dans ta question, c'est beaucoup... L'avantage principal de ce mouvement-là, c'est la conscientisation des gens, donc leur faire réaliser que c'est important d'avoir de la floraison tout au cours de la saison, pas juste au mois de mai, pour aider les pollinisateurs. Maintenant, est-ce que ça aide vraiment les pollinisateurs? Je dirais que ça va dépendre vraiment des situations. Il y a d'autres sources de pollen et de nectar qui existent, qui sont présentes très tôt au début de la saison. Donc, il y a plusieurs arbres, on ne s'en rend pas compte, mais les arbres produisent des fleurs. Puis, c'est souvent très attractif pour les pollinisateurs. Les érables, notamment, là, vraiment très entre autres, tôt, les érables, toutes les prunus, donc les pommiers, pommetiers, toute cette famille de plantes-là aussi. Ceci étant dit, si on est dans un quartier où il n'y a pas beaucoup d'arbres, un nouveau quartier, bien là, l'importance des pissenlits et des autres plantes qui fleurissent très tôt au printemps va être d'autant plus grande pour les pollinisateurs. Une des problématiques que j'ai beaucoup vues dans les dernières années au niveau de mai sans tondeuse, c'est qu'on laisse un gazon pousser et à la fin du mois, on est rendu à 30-40 cm de haut. Et là, il faut retondre ça et la problématique vient que le gazon va pratiquement mourir. Quel truc pourrais-tu donner aux gens? Ce qu'on dit en général quand on fait une tonte, là, peu importe la tonte, c'est de ne pas tondre plus du tiers du gazon en un seul coup. Donc, si on est dans une situation où, comme tu dis, notre gazon est rendu à 30 cm de haut, il faudrait tondre, si on respecte la règle du 1 tiers, à une hauteur de 20 cm. Moi, je connais aucune tondeuse qui va tondre aussi haut que ça. C'est vrai. Donc, déjà là, on a un problème technique pour le faire. Donc, ce qu'on peut faire, on peut le faire en plusieurs passages. Donc, mettre notre tondeuse au plus haut, tondre notre gazon, puis progressivement la redescendre jusqu'à 8 cm avec les tondes subséquentes. Évidemment, ça reste un stress. D'autres alternatives qu'on pourrait faire, parce que tu sais, on dit le mai sans tondeuse. Le but, c'est pas nécessairement de pas tondre pendant tout le mois de mai. Il faut être conscient. C'est pas comme 28 jours sans alcool, là. C'est pas ça l'objectif. Exact. Il faut observer sur notre terrain ce qui se passe. Si on a des pissenlits en fleurs jaunes, c'est le moment où sont intéressantes pour les pollinisateurs. Donc, on peut retarder la tonte puis attendre que les fleurs deviennent blanches. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus
aucun intérêt pour les pollinisateurs. Oui, puis j'ai déjà vu le défi pissenlit que je trouvais quand même plus intéressant, qui est un couple de Québécois qui propose de faire le défi pissenlit, c'est-à-dire d'attendre, de retarder justement la tonte ou d'augmenter la hauteur de tonte pendant que les pissenlits sont en fleurs. Ça permet aux gens, par exemple, de la Gaspésie ou de la Côte-Nord de participer au mouvement parce que eux, les pissenlits sont plus tard en saison que le mois de mai, qui est plus, je veux dire, le sud du Québec. Exact. Puis, tu sais, ce mot-là, mai sans tondeuse, vient pas du Québec. Non, ça donc, vient c'est du pas nécessairement Royaume-Uni. adapté à nos conditions. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'y aller en alternance. Donc, si on tonde notre devant de maison, donc les fleurs de pissenlit sont éliminées pendant 2-3 jours, ça va repousser. Et on attend pour tondre notre arrière de maison. Donc, on maintient une source de pissenlit ou un endroit où il y a des pissenlits à proximité toujours, et ça nous évite d'arriver à la fin du mois de mai avec une hauteur de tonte qui n'a pas d'allure de 30-40 cm de gazon. Mais tu le dis, tu sais, on focus beaucoup sur le mois de mai. On prend conscience de l'importance de la biodiversité dans des aménagements urbains, mais ruraux aussi. Mais il n'y a pas juste le mois de mai dans la vie, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir les pollinisateurs toute l'année, pour les aider? Il y a différentes stratégies. Ce qui est important à la base, c'est de s'assurer d'avoir des fleurs attractives pour les abeilles, des plantes mellifères. Il y a plein de listes qui existent sur Internet de ces espèces-là. Y en a-tu qu'on peut utiliser en mélange dans le gazon? Il y en a plein. Il y a plein de stratégies. L'important, c'est d'avoir une floraison tout au long de la saison. Donc, les stratégies qu'on peut mettre en place, c'est soit laisser tourner notre gazon plus haut. On peut semer des espèces de couvre-sol dans notre gazon qui sont attractives. Donc, on pense aux trèfles, aux thym serpolet, des pâquerettes, des fraisiers. Donc, ça, c'est une option pour les gens qui sont prêts à accepter ça sur leur gazon. Pour d'autres, on va plus aménager des endroits, donc dans nos plates-bandes où on va planter des espèces attractives. Ça peut être qu'on laisse un coin du gazon en fleurs, qu'on laisse des fleurs sauvages se développer là-dedans. Donc, il y a plein de solutions possibles selon notre situation, notre niveau de tolérance et ce qu'on aime avoir comme aménagement chez nous également. C'est ce qu'on fait chez nous. Là, on a une partie où on laisse, OK, parfait, on décide que les garçons, nous, c'est pas là qu'on va courir, c'est pas là qu'on va faire l'air de jeu et on laisse la nature reprendre ses droits. Et on a même, à quelques endroits, semé des fleurs sauvages pour donner de la place aux plantes mellifères. Des plantes mellifères, on peut même en avoir dans nos plates-bandes. Il y en a beaucoup. Là, on connaît l'asclépias, mais il y a aussi la monarde, quelques variétés d'annuelles comme le cosmos aussi. Et les astères. Exact. Et si on ajoute ça et qu'on se fait, on peut même se faire une stratégie par mois. Et ça, je vous suggère de vous faire un calendrier de floraison exact, ouais. et d'amener les enfants avec ça. Et à chaque mois, jusqu'au mois d'octobre, il y en a vraiment jusqu'au mois d'octobre, on s'assure d'avoir une variété pour les pollinisateurs. Ça conscientise toute la famille, puis on peut suivre un peu l'évolution de notre rapport à la nature dans le jardin. Puis moi... Et pour les pollinisateurs, cette stratégie-là est beaucoup plus gagnante que juste dire « je tombe pas ma pelouse au mois de mai, puis le reste du temps, je fais rien ». C'est ce qu'il faut penser aussi. Là. Oui, puis tu sais, je le regarde, moi, je suis en estrie. Et il y a une réalité au niveau des tiques en estrie qui est importante. Fait que des fois, quand on laisse pousser le gazon pendant un mois au mois de mai, bien, des fois, les gens ont des craintes qui sont recevables. Fait que si on peut trouver des alternatives pour continuer à se conscientiser en tant que société, mais pour faire aussi des pas pour aider les pollinisateurs, je pense que c'est là qu'on en sort tous plus riches. Exact. Il y a plein de stratégies. Il faut trouver la bonne qui nous convient à nous, dans notre condition, dans notre région, sur notre terrain. Puis c'est ça l'important, en fait. Merci Guillaume et bon mois de mai et bon été à tout le monde, surtout aux pollinisateurs.